d'avoir accepté cette interview. Moi, je suis ravie d'être, aujourd'hui avec toi parce que ça fait un petit moment qu'on est partenaires sur Biomime Expo. Tu fais des choses formidables et je pense que ça mérite d'être connu, d'où le fait que Thinkinov aujourd'hui a envie de t'interviewer pour partager avec son réseau et avec, toutes les personnes qui le suivent. Donc moi, j'ai une première question pour toi, c'est, le biomimétisme, en fait, c'est quoi? De façon très simple pour, les personnes qui le découvrent aujourd'hui et si tu as 1 ou 2 exemples qui, expliqueraient ce qu'est le biomimétisme, ce serait super. La grande question, le biomimétisme, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose que vous connaissez, que nous connaissons tous depuis la nuit des temps, mais euh, qu'on a un peu oublié probablement parce qu'on s'est un peu détaché du vivant. L'idée du biomimétisme, c'est finalement de redécouvrir un chemin d'innovation et un partenaire de l'innovation qui s'appelle le vivant ou la nature ou la biodiversité ou les écosystèmes, vous pouvez les appeler comme vous voulez, en partant du principe que nous, en tant qu'espèce humaine, on est jeunes et nous sommes une forme de vie parmi une multitude, et toutes ces autres formes de vie qui sont autour de nous sont des super designers, sont des super logisticiens, sont des super producteurs de matériaux, sont des super industriels qui ne produisent pas de déchets, etc. Et donc, comment est-ce qu'on tire des leçons de cette Nature Company qui a beaucoup plus d'expérience que nous et beaucoup plus de compétences que nous et qui fait des choses extraordinaires. Comment on tire des leçons de ce partenaire, de cette muse qui est la nature, pour les appliquer aux activités humaines, pour nous-mêmes faire moins de bêtises, moins impacter notre environnement, vivre mieux et plus longtemps, et en communauté de destin avec cette nature inspirante. Donc vous voyez que c'est à la fois un chemin d'innovation technique et technologique, mais c'est aussi une philosophie, c'est aussi une invitation à la reconnexion, au réémerveillement et à la redécouverte. Et c'est une approche qui est encourageante pour une raison assez simple, c'est que toutes ces formes de vie qui sont autour de nous et parfois qu'on maltraite, mais que surtout on ne connaît plus très bien, sont des cracks de la résilience et de la réponse aux enjeux qui se posent aujourd'hui à l'humanité. Et donc, ouf, on n'est pas seul et on a des super camarades de jeu dans la classe de la vie et qui sont des cracks de tout ce dont on a besoin de faire, et on a le droit de copier cette fois-ci. Une autre question qui me vient à l'esprit, après, ce que tu viens de dire, parce que tu dis, ça invite à redécouvrir. Alors justement, comment on découvre et comment on applique le biomimétisme? D'abord, il y a des méthodes pour innover en matière de biomimétisme, comme il y a des méthodes pour innover dans d'autres domaines, parce que le vivant est très inspirant, mais c'est un vaste univers. Et donc, encore faut-il savoir chercher, encore faut-il savoir passer des modèles biologiques inspirants eh bien, aux idées et aux concepts et à la capacité qu'on peut avoir à le transformer, à en faire quelque chose de résilient, y compris au niveau économique. Et donc, eh bien, depuis quelques années, nous, côté New Corp Conseil, et avec d'autres comme le CBIOS ou d'autres partenaires, on a des séances de workshop, tout simplement de créativité, qui passe un peu sans arrêt des modèles biologiques à la conceptualisation, à des projections sur la capacité à industrialiser, à trouver aussi un modèle économique dans la réponse aux attentes du marché. Et donc, il y a des process, il y a des méthodes pour screener par rapport à une question de départ qui est posée. Ça, c'est un chemin d'innovation. Vous avez aussi de l'innovation qui vient de ce, de ce qu'on pourrait faire d'une découverte scientifique. Typiquement, pour prendre un exemple un peu caricatural, quand Georges de Mestral, dans les années 40, invente ce qui deviendra le velcro, cette, cette forme, cet adhésif autogrippant, là, eh bien, c'est parti d'une balade en forêt avec son chien et d'une fleur de bardane qui s'est accrochée au poil de son chien. Donc, c'est aussi parti d'une observation du vivant, d'une curiosité pour le vivant. Et ça, c'est un bon point de départ aussi, hein. Être curieux à ce qui nous entoure,
Et imaginer les applications qu'on peut en tirer, c'est un vrai aussi chemin d'innovation. Disons que là, on est plutôt biology push, c'est-à-dire qu'on part d'une observation, d'une connaissance, et on se dit, tiens, mais c'est génial la façon dont c'est fait. Comment est-ce qu'on pourrait le transposer? Et puis, il y a une troisième voie que moi j'aime bien, que j'appelle volontiers la voie du centaure. C'est une voie un peu hybride, comme son nom l'indique, ou le fait imaginer. C'est que on part. Et nous, on fait beaucoup de veille du marché, on connaît très bien l'écosystème. On part de ce qui a été fait ou défriché par des scientifiques ou des entrepreneurs. On est curieux de ça, on analyse ça. Et parfois, deux ou trois applications, deux ou trois idées déjà lancées, ça peut donner naissance à une quatrième idée qui est une forme de recomposition ou qui est une forme d'application de l'idée de départ, mais dans un autre domaine. Par exemple, Prophétie est une super start-up magnifique française qui a levé 127 millions d'euros dans le cadre d'une innovation bio-inspirée pour inventer une nouvelle forme de caméra inspirée de notre rétine humaine. Parce que notre œil à nous est évidemment une caméra beaucoup plus smart que les caméras que vous avez sur vos téléphones. Parce que notre œil est un détecteur de mouvement beaucoup plus qu'une caméra en flux continu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se fatiguer à dépenser de l'énergie, à stocker de la data et à transférer de la data s'il ne se passe rien. Je ne vais pas filmer un mur en continu et faire comme avec mon téléphone 2 gigas de film à la fin de la journée s'il ne s'est rien passé sur le mur. Mon œil ne va faire qu'enrichir la donnée lorsque c'est nécessaire. Donc on détecte un mouvement. C'est facile de s'en rendre compte parce que comme par exemple vous observez la mer et que tout d'un coup une baleine à bosse surgit, même si la baleine n'est pas au centre de votre champ de vision, vous allez tourner la tête. Évidemment, vous allez la détecter. Ou quand vous attendez au feu rouge, vous n'avez pas besoin d'être rivé sur le feu pour savoir quand il passe au vert. Vous avez un signal qui vous permet de détecter ça. Et donc typiquement, double exemple à travers Prophétie. Prophétie, ils ont développé ce capteur qui est économe en énergie, qui est économe en flux de data et qui est beaucoup plus réactif aux objets. Euh, et ils ont développé ça pour de l'électronique grand public ou pour le secteur automobile. Par exemple, pour mieux détecter des passants, pour des véhicules autonomes, etc. Mais Queensland University en Australie les a contactés. Je ne sais plus si c'est passé par nous, mais on fait beaucoup de mise en relation, mais là, je ne sais plus. Parce qu'ils cherchaient une espèce de nouvelle forme de caméra pour détecter des débris spatiaux, c'est-à-dire pour détecter des trucs qui passent à un endroit où ils ne devraient pas passer. Et Prophecy n'avait jamais pensé à ce type d'usage. Et donc, bien souvent, euh, on a le mauvais réflexe ou la mauvaise habitude d'imaginer qu'on va tout inventer de rien parce qu'on est des gens géniaux, parce qu'on est dans une boîte géniale, etc. Alors qu'en fait, il y a plein d'initiatives, il y a plein de découvertes, où il y a plein d'entrepreneurs qui ont déjà initié un certain nombre de choses. Et observer le vivant pour s'inspirer, c'est bien, mais on fait partie du vivant. Et donc, on a aussi le droit de s'inspirer de ce que font les autres. Donc, soit on part d'un problème, pour résumer, d'un problème industriel du type Shinkansen, le TGV à grande, le TGV, le train à grande vitesse japonais. Et il faut résoudre un problème de turbulence aux entrées et sorties de tunnel. Et à un moment donné, il y a un ingénieur Nakatsu qui se tourne vers le Martin Pêcheur qui se dit, tiens, il a résolu notre problème en passant d'une pression à une autre. Et donc, finalement, de fil en aiguille, le nez du train est allongé et on a résolu le problème industriel. Donc, on part d'un brief industriel. On a un problème. Qu'est-ce que le vivant peut nous enseigner? Soit on part d'une découverte du vivant euh, du type, euh, du type velcro ou du type, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les phéromones dispersés par les insectes, etc. Soit, troisième voie, ben, on recompose et on est à l'affût de ce qui se passe et on se dit, tiens, c'est génial ce qu'a fait cet ingénieur ou ce qu'a fait ce chercheur. Mais dans notre domaine, c'est un peu particulier et on va recomposer l'idée qu'on a pu observer. Du coup, on se rend compte que le biomimétisme évolue en permanence, hein. On découvre de plus en plus de choses à travers les études des espèces, etc. Quelles sont, selon toi, les dernières tendances en matière d'innovation appliquée qui, justement, ont été bio-inspirées? Alors, il y a plusieurs tendances assez fortes aujourd'hui. D'abord, il y a une tendance qui est vraiment assez considérable, c'est que euh, on connaît de mieux en mieux le vivant, même si on le connaît encore assez peu, et on a aussi des évolutions technologiques dans les outils d'observation et dans les outils de manufacturing, une espèce de double évolution technologique qui est très favorable à l'essor du biomimétisme. Évidemment, plus la bibliothèque se remplit de livres,
intéressant, plus ça donne des idées, et plus on est capable de décortiquer ces livres, plus ça donne des potentiels d'application. Et donc, il y a une première tendance qui est assez forte, c'est que euh, on est de plus en plus, et ça c'est vraiment important, dans une description fonctionnelle du vivant. C'est-à-dire, si je te parle d'une aile bleue de papillon morpho, si je te parle de ce papillon morpho comme un brillant entomologiste ou biologiste et que je décris la façon dont il se nourrit, la façon dont il se reproduit, là où il habite, en Amazonie, etc., euh, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on découvre cette espèce, on est passionné par cette espèce, etc. Mais quand le biologiste commence à décrire l'intérêt fonctionnel de ces quatre strates d'écailles qui composent ces ailes, qui sont capables de créer une diffraction de la lumière pour créer du bleu sans pigment, sans chimie, qui sont capables, toujours cette nano-organisation de la surface, de créer une surface antibactérienne, mais aussi hyper hydrophobe, mais aussi qui présente des capacités d'autorégulation thermique parce qu'à 45 degrés, il devient iridescent. À ce moment-là, l'entomologiste, il parle à l'ingénieur. Donc, la première tendance forte, c'est que on est en train de s'intéresser au vivant ou de décrire le vivant d'une autre manière, plus, encore une fois, fonctionnelle, plus descriptive sur pourquoi c'est fait comment, comme ça, pardon, et pas uniquement comment c'est fait. Et à ce moment-là, ça crée une passerelle sémantique, culturelle. Ça donne des idées d'application. Donc ça, c'est une tendance très forte, la qualification des organismes vivants, la fonctionnalisation de l'observation, ça, c'est une tendance assez forte. Après, pour répondre un peu plus directement en termes de secteur d'activité, il y a énormément de choses sur les matériaux et sur ce qu'on appelle les fonctionnalités de surface. Le vivant est un producteur incroyable de matériaux. C'est intéressant dans le process. Il fabrique généralement des matériaux à température ambiante et à pression ambiante. Les diatomées, micro-organismes marins, fabriquent du verre à température ambiante à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau, là où nous, on a besoin de hauts fourneaux à 1500 degrés. Le vivant, d'une manière générale, il fabrique en étant très économe en matière. Nos structures osseuses sont composées davantage d'air que de matière, et pourtant elles ont des capacités de résistance mécanique considérables. Ça intéresse des gens dans l'aéronautique, chez Airbus qui travaille avec Autodesk. Ça intéresse aussi des architectes comme Béchu, qui a fait la tour des deux à la Défense, Béchu et Associés, inspiré de la structure osseuse, 40% de béton en moins. Donc dans les matériaux, il y a beaucoup de choses. Dans le process de fabrication, mais dans les matériaux eux-mêmes aussi. Multifonctionnalité de surface, comme j'en ai parlé avec l'aile bleue du papillon morpho. Et puis, toute cette famille de matériaux euh, biosourcés, bioassimilables, dégradables, etc. Donc les matériaux, c'est là où il y a beaucoup d'applications, c'est là où il y a beaucoup de travaux scientifiques, c'est là où il y a de plus de dépôts de brevets également. Il y a une tendance forte aujourd'hui sur tout ce qui tourne autour de l'agriculture pour proposer des solutions. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, on est dans une crise agricole qui est une crise de société qui nous concerne tous. Et l'enjeu, c'est de rendre possible des solutions, de révéler d'autres champs du possible, hein, c'est le cas de le dire. Et en fait, il y a plein de solutions. Ces solutions, souvent, elles se heurtent à des règles euh, juridiques et à des contraintes législatives qu'il faut lever, mais elles existent. Par exemple, M2I est une boîte qui fait partie des belles et grandes aventures entrepreneuriales de la bio-inspiration de ces dernières années, qui a déjà levé une bonne centaine de millions d'euros et développe déjà du chiffre d'affaires, s'est intéressé à la façon dont les insectes communiquaient entre eux. Et parce qu'il faut savoir que le vivant communique énormément, même beaucoup plus que nous. On a l'habitude de dire que nous sommes une espèce essentiellement énergivore, alors que le vivant consomme surtout et partage surtout de l'information. Et donc typiquement, par exemple, une femelle insecte va émettre un signal qui s'appelle une phéromone, une substance chimique volatile odorante, qui est une signature singulière pour attirer les mâles. Et il faut le savoir, les femelles attirent les mâles souvent dans le vivant. Et cette signature, elle est ultra singulière. Eh bien, M2I se sont intéressés à ça pour se dire, ben, finalement, plutôt que de tuer les insectes, on va brouiller les messages pour éviter qu'ils se reproduisent trop. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont développé une formule biomimétique de la phéromone sexuelle femelle qui les intéresse. Ils la démultiplient, la concentrent à haute dose dans des espèces de petites billes qu'ils dispersent au-dessus des cultures à protéger et qui va être dans l'air pendant quelques jours. Ce qui fait que le mâle, quand il arrive sur zone,
il est saturé de messages, donc il est sûrement excité comme une bête, parce qu'il sent des femelles à tous les étages, il y en a probablement, mais peut-être une pour 1 million d'odeurs, donc il ne la trouve pas, il n'y a pas de reproduction, donc il n'y a pas de larves qui sont les principaux ravageurs. Ça, c'est une solution. Vous prenez un autre exemple, toujours dans le même domaine, Mycophyto développe des souches de champignons mycorhiziens. La mycorhize, c'est cet étage entre le mycélium et le réseau racinaire de l'arbre qui crée de la connexion. Parce que le vivant, il est comme nous. Quand il se connecte, il est plus productif. C'est comme les sociétés humaines, hein. On est plus productif ensemble et à partager de l'information et des choses. Ben, dans le vivant, c'est pareil. Vous virez l'étage du mycélium, des champignons mycorhiziens, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de plantes qui poussent, etc. Ou en tout cas, beaucoup moins bien. Et donc, Mycophyto, c'est très intéressant parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de recréer ces connecteurs-là. Parce que plus il y a de connexions, plus ça s'appelle des biostimulants, plus la plante va être aidée dans son développement et aura moins besoin d'être dopée artificiellement. D'accord? Vous avez aussi plein d'approches dans ce qu'on appelle la mycoremédiation des pollutions des sols par les champignons, phytoremédiation des pollutions des sols par les plantes, etc. Donc, dans le domaine agricole ou dans le domaine de la capacité à régénérer de la vie microbienne, parce qu'on sait bien que les sols se sont appauvris en vie microbienne, c'est pas bon pour la croissance des plantes, et donc on les dope aux intrants chimiques et c'est pas bon non plus. Et en plus, c'est pas bon pour la séquestration du CO2 parce que, comme on l'oublie souvent, les sols sont les premiers écosystèmes à capter du CO2. Une prairie, ça capte plus et ça séquestre plus de CO2 qu'une forêt. Et donc, on a aussi un intérêt pour réintégrer du CO2 dans le sol, avoir des sols vivants. Donc, les matériaux, la vie des sols ou l'agriculture au sens large, la ville, l'architecture, la construction sont aussi des tendances lourdes en matière d'application du biomimétisme. Et pour donner un dernier exemple, euh, il y a beaucoup d'applications dans le domaine de la santé et du médical, que ce soit l'extraordinaire découverte de Frank Zahl avec son ver marin, l'arrêt Nicolas marina, avec une hémoglobine super oxygénée, transfusable à l'homme, ou que ce soit CoreWave, la pompe cardiaque, inspirée de l'ondulation marine. Il y a beaucoup Titium, la colle chirurgicale inspirée des gastéropodes. Il y a aussi beaucoup d'applications dans le domaine de la santé humaine. Voilà pour donner juste trois exemples industriels. Du coup, selon toi, hem, qu'est-ce qu'on a v appris durant ces 2 dernières années à travers, d'un côté, la recherche académique, la recherche fondamentale, la R&D dans les entreprises, justement sur le biomimétisme et son application dans les entreprises? Bah, en fait, ce qui est en train de se passer depuis, je ne sais pas si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais en tout cas, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que cette approche du biomimétisme, qui est un vieux terrain de travail scientifique, hein, est en train de passer bah, de la connaissance académique à l'application, hein. On est en train de passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Il y a de plus en plus de transferts entre la recherche fondamentale et les applications industrielles. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui et à tous les étages et dans tous les secteurs. Euh, et parfois de manière transversale. Euh, Par exemple, euh, sur les enjeux énergétiques, on se rend compte que dans quasiment tous les cas de figure, l'innovation bio-inspirée est économe en énergie, que ce soit dans le process de fabrication ou dans l'usage. Pourquoi? Parce que le vivant euh, est économe en énergie parce qu'il n'a pas les moyens de se fatiguer à trop produire de l'énergie, à trop la stocker et à trop la consommer. Pourquoi est-ce qu'un albatros est capable de faire des milliers de kilomètres sans battre des ailes? Parce que c'est trop fatigant de battre des ailes. Et donc, il va planer, il a développé une stratégie de vol de gradient entre 0 et 20 mètres, enfin peu importe. Il va reprendre de la vitesse, il va recommencer, etc. Et donc, ce qui se passe depuis quelques années, ce qu'on apprend depuis quelques années, c'est que euh, euh, on a besoin d'une nouvelle voie de recherche très pluridisciplinaire, très hybride, très composite, euh, pour sortir des sentiers battus, pour essayer de penser autrement, pour essayer de se déformater la pensée. C'est cette fameuse idée que c'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre, etc. Enfin, en tout cas, pas avec les mêmes logiciels. Donc, c'est ça qu'on est en train d'apprendre, c'est que le vivant euh, euh, peut être un chemin d'inspiration. C'est pas une fin en soi, le biomimétisme. C'est un chemin, moi je dis souvent, c'est un sport de haut niveau. C'est une discipline qui mérite des bons coachs, des bons terrains d'entraînement, de la pratique quotidienne, etc. Et l'objectif, c'est la décarbonation.
c'est la dépollution, c'est l'économie d'énergie, c'est la réduction de la quantité de matière dont on a besoin pour produire telle ou telle chose, etc. Et donc, c'est ça la découverte de ces dernières années. C'est de plus en plus possible. Ça crée de la valeur. Plus d'un demi-milliard d'euros de levée de fonds à travers une vingtaine de startups françaises en quelques années. C'est un rapport Biomim Invest, c'est News Corp qui l'a fait parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher et collecter cette information financière l'année dernière, en 2023. Euh, et ce qu'on apprend aussi, c'est l'intérêt, ça c'est important, à combiner cette approche du biomimétisme avec d'autres approches, typiquement la mesure d'impact. Parce que c'est pas parce que c'est inspiré du vivant que c'est nécessairement vertueux. Je veux dire, on peut faire des drones tueurs inspirés du vol de libellules. C'est pas le biomimétisme qui nous intéresse. Donc, ce qu'on apprend, c'est à combiner cette approche du biomimétisme avec d'autres approches comme les outils d'évaluation d'impact, les analyses de cycle de vie, l'éco-conception, l'économie circulaire, etc. À voir finalement comment cette approche du biomimétisme est capable, au-delà de l'innovation technologique, de s'adresser aussi à des enjeux plus macro. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, on apprend que bah, cette approche du biomimétisme peut nous aider dans des approches dites régénératives, c'est-à-dire comment, par exemple, une start-up comme Seaboost à Montpellier et d'autres est capable de recréer des récifs artificiels de recolonisation de biodiversité marine, parce que là où on a détruit l'habitat, on a détruit la vie. Mais là où on recrée des conditions favorables à la vie reprend ses droits. Et donc, c'est ça qu'on est en train d'apprendre depuis quelques années, c'est que, euh, euh, et que les entreprises sont en train de réapprendre aussi, c'est que ce chemin de la bio-inspiration et du biomimétisme apporte des solutions de plus en plus opérationnelles, est capable de trouver des nouvelles solutions à des problèmes qui étaient un peu dans des impasses. Ça crée de la valeur, ça intéresse les investisseurs, ça intéresse les médias. La puissance narrative du biomimétisme, ça séduit beaucoup. Et donc, c'est un peu tout ça qui est en train de se passer. C'est pour ça que ça bouillonne, ça bouge. C'est pas toujours évident à attraper parce que c'est pas une discipline en tant que telle et parce qu'il faut faire un peu son homework, comme on dit, c'est-à-dire que on va pas on va pas créer une innovation bio-inspirée blockbuster en 3 mois de boulot. Ça nécessite de l'engagement, de l'investissement en temps et parfois en ressources financières. Alors, souvent on dit que le biomimétisme, c'est avant tout une deep tech culturelle et philosophique. Tu en penses quoi, toi? Bah, je suis d'accord parce que c'est un peu une de mes formules. Moi, j'ai C'est tendance pour à ça que dire je voulais te poser la question. non, c'est gentil, j'apprécie le clin d'œil. Le, j'ai j'ai- j'ai tendance à dire que c'est une triple deep tech pour moi. C'est évidemment la deep tech technologique telle qu'on la voit le plus facilement possible et telle on en use et on en abuse nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais vous parler 2 heures. J'ai une conférence Biomimscope qui fait que ça, à travers plein d'exemples. J'ai écrit un bouquin où il y a plein d'exemples. J'ai une expo itinérante. Enfin bref, il y a plein d'exemples d'innovation bio-inspirée appliquées à un niveau plus ou moins technologique. C'est pas ça qui manque et ça va bien au-delà. Oubliez, s'il vous plaît, les winglets et les Shinkansen, même si c'est des beaux exemples, ou le Velcro. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications. Et si vous commencez à attraper le virus du biométisme, attention, parce que vous allez découvrir plein de choses extraordinaires. Mais donc, c'est d'abord une deep tech technologique, c'est la vitrine qu'on voit le plus souvent. Moi, j'ai tendance à dire que c'est aussi et surtout une deep tech culturelle dans la mesure où c'est une invitation à changer de regard sur le vivant. C'est-à-dire que on ne considère plus le vivant comme un joli décor de vacances ou comme un stock de matières premières, mais comme une bibliothèque de savoir, comme une super factory, encore une fois, comme un super logisticien, etc. Et finalement, quand on considère le vivant comme un partenaire autour de la table avec lequel on travaille, ou carrément comme le boss qui fixe le cahier des charges, eh ben, ça fait travailler autrement. Et cette invitation au changement de regard, ça crée aussi bien souvent du réémerveillement. Et moi, j'ai la faiblesse de croire qu'on protège bien ce qu'on connaît bien et ce qui nous émeut. En tout cas, on protège mieux ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas, par définition. Et donc, c'est un outil de réapprentissage et de déformatage et qui nous fait redescendre gentiment de notre piédestal en disant, bah non, l'homme n'est pas le meilleur. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au bout uniquement
allez, de 250 000 ans d'Homo sapiens sapiens et de 160 ans de révolution industrielle depuis l'ère du pétrole, on est déjà dans une impasse, on est déjà au pied du mur, alors que la plupart des formes de vie qui sont autour de nous ont plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Donc finalement, en termes de résilience et de capacité à vivre longtemps, on est moins intelligent qu'un ver de terre parce qu'il est là depuis plus longtemps que nous. Donc voilà, c'est une gentille claque de remise à notre place. Et en réalité, cette deep tech culturelle, elle est fondamentale parce que, comme vous le savez, on fait plus, on déplace des montagnes avec la culture, plus qu'avec une techno. Une techno ne fait pas bouger les foules. La culture, ça fait bouger. Ça fait bouger tout. Et entre les deux, la troisième deep tech pour moi, c'est que c'est une deep tech managériale dans la mesure où, à multiples échelles, dans la mesure où ça nous invite à repenser le management de l'innovation. L'approche pluridisciplinaire, multiculturelle, c'est très chouette. Beaucoup de gens en ont plein la bouche et c'est vrai que dans le concept, on adhère tous à ça. Quand il faut l'appliquer sur le terrain, c'est moins facile. Euh, c'est comme disait Hubert Reeves, qu'est-ce qui bloque? C'est, pardon, mais je cite Hubert Reeves, c'est le putain de facteur humain, hein. C'était le PFH, et Hubert Reeves disait ça. Bah oui, c'est le facteur humain qui bloque. C'est pas facile de nous parler quand on est différent. Et pourtant, quand on crée les conditions, moi je le vois à BioM Expo, on crée les conditions de rencontres parfois improbables et c'est génialement créatif. Mais en tout cas, c'est une deep tech managériale dans la mesure où ça change le management de l'innovation. Ça peut changer aussi le management de l'organisation parce que ça invite à reconsidérer notre façon d'être collectivement productif. Voilà, donc deep tech technologique, deep tech culturelle et deep tech managériale. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les entreprises, les startups bio-inspirées avaient déjà levé des milliards. La question, c'est, selon toi, quel est le regard qu'ont les investisseurs aujourd'hui sur ces entreprises bio-inspirées? Alors, lever plusieurs centaines de millions, peut-être des milliards si on continue le travail Biomim Invest qu'on a initié en 2023. Parce qu'on a juste scoré un premier périmètre. Et que français. Donc oui, certainement des milliards au niveau international, ça c'est sûr. Et puis nous, on voit dans notre veille de marché beaucoup de choses un peu partout. Alors, moi, justement, un des objectifs de BM Invest et avec ceux qui veulent s'associer à l'aventure, c'est de travailler avec des investisseurs, des industriels et des scientifiques et des entrepreneurs au développement de tout ça et de mieux comprendre ce que les uns et les autres recherchent. Moi, mon sentiment, mais c'est pas toujours évident de faire parler des investisseurs. Mon sentiment, c'est qu'ils ils s'intéressent d'abord à une innovation qui va créer une rupture, qui va créer quelque chose de nouveau et qui va créer de la valeur. Son caractère bio-inspiré est souvent un élément qui peut permettre de séduire et de créer un élément différenciant. Les innovations bio-inspirées sont souvent disruptives. Typiquement, imaginez protéger des cultures en dispersant des phéromones, c'est quand même assez disruptif. Imaginez une caméra qui est économe en énergie, inspirée de la rétine humaine, c'est quand même, assez nouveau. Imaginez, stocker des datas sur des brins d'artificiels, des brins d'ADN artificiels comme est en train de le faire Biomemory et avoir des facteurs fois millions en matière de capacité de stockage, c'est quand même, incroyablement, innovant et disruptif. Mais mon sentiment, et c'est pour ça que je voudrais, moi, travailler davantage avec des investisseurs, c'est que parfois, face à une innovation bio-inspirée qui forcément s'appuie sur un socle biologique, de connaissances biologiques, probablement que parfois les investisseurs sont un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire que ils peuvent avoir probablement de temps en temps une difficulté à évaluer l'innovation. Parce que il y a une dimension scientifique, il y a une dimension biologique dans l'innovation bio-inspirée que les investisseurs ou les industriels d'ailleurs n'ont pas forcément toujours en interne. C'est pour ça que le travail qu'on fait depuis quelques années, New Corp, Cebios et quelques autres, est un travail transversal de mise en relation justement entre des académiques, des scientifiques, des industriels, des investisseurs, etc. Donc, moi, mon sentiment en observant un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les investisseurs en, en sont un peu revenus des innovations digitales un peu futiles. Visiblement, il y a eu quelques retours un peu de médailles et de leviers un peu négatifs. Et que les investisseurs, comme tout le monde,
cherchent aujourd'hui des choses à impact plus positif, voire impact régénératif, des choses qui s'inscrivent un peu plus dans le long terme. Euh, Moi, je fais toujours le pari des bonnes volontés et d'une ambition positive collective. Et ça vaudrait le coup d'embarquer davantage de structures publiques, d'investisseurs, d'aide à l'accompagnement de l'innovation dans le biomimétisme. Il y a une espèce de nouvelle génération d'entrepreneurs qui s'intéressent de plus en plus à ça. Eh bien, il faut y associer les outils d'aide au développement. Il y a énormément de jeunes à Biomime Expo, par exemple, de jeunes diplômés. Il y a 25% de moins de 25 ans à Biomime Expo. Ça surprend toujours les gens, mais parce qu'on est sur une approche qui est un peu à la confluence entre l'écologie, le développement durable, la résilience, mais aussi la science, la techno, mais aussi l'industrie, la création de valeur, le business. Et donc, on est sur un faisceau de choses convergentes qu'on avait peut-être jusqu'à maintenant un peu trop l'habitude d'opposer. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Alors justement, Biomime Expo, c'est bientôt, hein, 11-12 juin 2024. Qu'est-ce que tu nous prévois au programme? C'est quoi les surprises? À quoi on doit s'attendre si on vient à Biomime Expo? Alors franchement, d'abord, il faut s'attendre à rien, comme ça vous allez être surpris de tout. C'est comme quand on cherche quelque chose, il faut pas trop savoir à l'avance ce qu'on cherche, sinon on trouve ce qu'on savait déjà. Mais il y a plein de nouveautés cette année. C'est pour ça que c'est aussi, et c'est toujours un nouveau défi et une grande aventure. C'est que d'abord, pour la première fois, on va s'installer au Parc Floral de Paris, après la Cité des Sciences, qui était très chouette aussi. Mais voilà, on va être au Parc Floral de Paris, donc on va être au milieu de 35 hectares de nature, donc c'est déjà chouette. On va être dans un bel endroit, on va avoir plus de place, ça va être 2 fois plus grand. On va avoir 2 fois plus d'exposants, toujours un programme extraordinairement riche qui va mêler toujours une rencontre très hybride Biomime Expo entre des chercheurs académiques du Muséum national d'histoire naturelle ou d'ailleurs, ou du C2N, qui est un magnifique labo qui nous rejoint cette année, ou rencontre avec Claude Grison de Chimeco, magnifique chercheuse sur des plantes métallivores et sur l'éco-catalyse bio-inspirée. Mais à côté de ça, des start-upers, des investisseurs, des industriels, des ateliers participatifs ou des exposants qui vont vous inviter à faire pousser des blobs ou des artistes qui vont vous emmener avec des bandeaux sur les yeux à la découverte de la nature que vous allez décrire à quelqu'un d'autre qui devra la dessiner, etc. Il y a aussi des espèces de promenades bucoliques et inspirantes comme ça. Et puis, cette année, on crée un village 2024 avec des îlots sectoriels et thématiques. Parce qu'on va papillonner dans ce village en passant de la ville et de l'architecture aux matériaux. On va avoir la chance d'accueillir un styliste, designer qui va venir avec plus de 300 échantillons de matériaux biomimétiques, biosourcés, etc. Parce que tout ça est en train de bouger énormément et c'est très important de venir toucher les choses et discuter avec les experts. Évidemment, toujours un concours Biomime Challenge pour ceux qui ont des idées ou des projets d'innovation bio-inspirés et ils peuvent venir les exposer gratuitement à Biomime Expo. Ils peuvent venir pitcher s'ils sont sélectionnés par le jury pour la finale. Et puis, une nouveauté euh, voilà, spéciale 2024. J'ai conçu une expo qui s'appelle Nature championne et inspirante, en lien entre Biomime Expo 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui est validée, qui est labellisée Olympiade culturelle, qui est labellisée Grande Cause nationale 2024, qui est soutenue par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique, par le ministère des Sports et par l'Agence nationale du sport et par la MAIF. Et cette expo, on va l'installer à Biomime Expo dans un des pavillons. Mais elle est aussi itinérante, ou alors on peut carrément en acheter des morceaux pour la mettre chez soi, sur son siège, dans son université, dans son école, etc. L'idée de base, je fais très court, c'est que les Jeux Olympiques, c'est formidable. Moi j'adore le sport et c'est une belle fête, c'est universel. Mais honnêtement, c'est quand même un peu anthropocentré cette histoire, hein, avec l'homme qui fait ses petites compétitions, qui se remet des médailles. Est-ce qu'il manquerait pas une équipe? Est-ce qu'il ne manquerait pas l'équipe du vivant avec sa délégation d'athlètes de la biodiversité qui défilerait hein, sur un bateau à la cérémonie d'ouverture et qui viendrait nous défier sur la piste? Et donc, il y a une double série de panneaux. Il y a une série de panneaux avec euh,
la nature et les athlètes de la biodiversité qui viennent nous défier sur un certain nombre de disciplines sportives. Voilà, Usain Bolt, 9,58 au 100 mètres, formidable, hein, franchement, beaucoup de respect et d'admiration pour Usain Bolt. Mais vous lâchez un guépard à côté, il le fait en 3 secondes, le 100 mètres. Et c'est n'importe quel guépard, alors qu'on a un seul Usain Bolt. Donc déjà, ça nous remet un peu à notre place. Et dans le bassin de nage, notre record au 100 mètres nage libre, c'est 46,80. Ça vient d'être battu par un Chinois, un jeune Chinois. Mais si vous lâchez dans la ligne d'eau d'à côté un espadon voilier, il ne le fait pas en 46,80. Il le fait en 3,27, le 100 mètres nage libre. Il va à 120 km/h dans l'eau. Donc il y a une série de panneaux comme ça qui, qui forcent notre respect, qui nous poussent à admirer ces athlètes de la biodiversité, qui sont bien souvent des athlètes du quotidien, parce que ces records-là, ils les font je ne sais combien de fois par jour. Et puis, comme ce champion est un modèle, comme tout champion qui se respecte, c'est bien normal, il y a une deuxième série de panneaux pour dire bah, cette nature championne est aussi inspirante parce qu'elle est aussi championne sur la piste de la résilience, de l'économie d'énergie, de la réduction de déchets. Et donc là, il y a une série de panneaux avec des histoires d'innovation bio-inspirées. Donc ça, que ce soit en panneaux, en posters, etc., on commence déjà à nous la commander pour des sites industriels, pour des universités ou pour des écoles. Donc c'est aussi une invitation au changement de regard dont je parlais tout à l'heure sur le vivant pour le reconsidérer, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, beaucoup de nouveautés 2024, mais toujours cet esprit à BM Expo de venir découvrir de manière très concrète, tangible, toucher de la matière, voir des maquettes, apprendre grâce aux experts, aux scientifiques, aux industriels qui sont là, des choses sur le vivant, pour une expo qui se veut aussi être une expo de redécouverte et une expo apprenante. Voilà, biomimexpo.com. Le programme est en train de se construire. Les exposants ont déjà bien répondu fidèlement. Ça vaut le coup de venir passer quelques heures. En plus, on est sur une billetterie la plus accessible possible pour participer à la fête. Merci. Et c'est unique au monde. En fait, ça n'existe pas ailleurs. Bah voilà, parce qu'il fallait une énergumène pour s'y coller. Et voilà. Et, euh, et généralement, ça fait du bien. Ça fait du bien de redécouvrir le vivant et de redécouvrir surtout des pistes de solutions. On est miné toute la journée par des problèmes. Et là, on a un concentré de solutions sous les yeux. Merci beaucoup Alain, ça donne vraiment envie d'y participer et c'est l'objectif, hein, de venir découvrir, justement, ce qui a été fait dans un endroit magnifique. Donc on vous invite tous à Oui, rejoindre merci Thinkinov Expo, hein, d'être partenaire. Merci Hélène d'être partenaire. avec grand plaisir et invitons, tout le monde à participer, hein, à cet événement, à venir voir parce que c'est, tellement inspirant. C'est, une source d'énergie aussi et puis, c'est une façon de trouver des solutions à des problématiques qu'on rencontre au quotidien dans les entreprises. Un grand merci Alain pour cette interview et ce Merci partage Hélène. et puis on se retrouve tous, à Biomime Expo.